Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence qui traitera des nouveautés annoncées le 13 septembre par Minergie, entre autres les nouveaux labels et les standards qui ont été modifiés. Cette conférence est enregistrée. Elle vous sera disponible sur notre toute nouvelle plateforme de savoir-faire qui est savoir-faire.minergie.ch. Je vous mettrai le lien dans le chat. Je ne peux pas vous donner une date sur la disponibilité de cette vidéo, probablement dans plutôt 2 semaines que demain, par exemple. Et puis, et pour les questions, ça se passera uniquement dans le chat parce qu'on est beaucoup aujourd'hui. Donc, attendez bien la fin de la conférence pour poser toutes vos questions à Olivier Maillet. On essaiera d'y répondre un maximum. Et puis, à la fin, si certaines personnes souhaitent rester pour discuter en live, il n'y a aucun souci, on ouvrira vos micros qui sont pour l'instant fermés, ainsi que vos caméras et impossibles à l'ouverture. Donc voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Olivier Maillet, qui est directeur de l'agence Remonde Minergie et directeur adjoint de Minergie Suisse. Merci beaucoup Marion pour ces mots d'introduction. Bonjour aussi à tous de ma part. Donc effectivement, vous l'avez vu sur le programme, vous vous êtes inscrit à une information sur les standards Minergie 2023. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter de la manière la plus claire et la plus synthétique possible toutes les modifications auxquelles on a procédé dans nos exigences et qui s'appliquent et qui sont disponibles à partir depuis le 13 septembre, avec, comme d'habitude, toujours une année de transition jusqu'au 13 septembre 2024. Vous pourrez encore déposer des projets selon les anciennes certifications ou selon les anciennes exigences, mais cette nouvelle offre ou cette offre avec les standards 2023 est disponible déjà dès à présent sur notre nouvelle plateforme des labels. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste contextualiser de nouveau un peu les choses. Tout ce travail qu'on a fait de refonte de nos standards s'inscrit dans un exercice un peu plus large de famille de labels suisses, avec comme objectif pour les cantons et la Confédération d'avoir plus de clarté dans l'offre de standards et de labels de construction en Suisse, et notamment ceux qui sont le plus pertinents d'utiliser. Dans cette famille, on retrouve le CECB, le certificat énergétique cantonal des bâtiments, qui s'intéresse à la performance énergétique de l'enveloppe, à la performance énergétique globale, et puis depuis le début de l'année aussi aux émissions directes de CO2. Avec Minergie, on vient rajouter des thématiques supplémentaires comme notamment le confort. Avec Minergie Eco, on vient rajouter encore des aspects santé, des aspects d'écologie. Et avec le SNBS, après, on a vraiment une approche globale de tous les critères qui ont un impact sur le développement durable d'une région ou de la Suisse, et on va les évaluer un par un sur une échelle de 1 à 6. Le CECB, c'est une étiquette énergétique qui est élaborée par des experts, qui engagent les experts finalement qui le publient. Il n'y a pas de contrôle systématique derrière d'un tiers, en l'occurrence de notre association, pour en vérifier la qualité. On fait des contrôles ponctuels uniquement, ce qui n'est pas le cas chez Minergie et chez SNBS, où chaque dossier est vraiment contrôlé jusque dans les détails pour s'assurer qu'effectivement les exigences qu'on définit dans l'un et l'autre des standards soient bel et bien respectées. Ça, c'est la première grosse différence au niveau des produits qu'on propose. Et à présent, depuis le 13 septembre, on propose, en plus d'un label qui s'adresse aux bâtiments pour Minergie et puis pour SNBS, un label qui s'adresse aussi aux quartiers, Minergie Quartier et SNBS Quartier. Et on va vous proposer aussi, si ça vous intéresse, une information sur ces sujets-là plus tard dans la semaine. En l'occurrence, c'est ça le programme qui vous attend encore si ça vous intéresse. Demain, de 13 h à 14 h, une information sur le SNBS bâtiment qui sera dispensée par Erwan Penahan, notre responsable SNBS.
Le 22 septembre, pardon, donc ce vendredi, Erwan et moi-même, on vous présenterait ce qu'on a élaboré au niveau des quartiers, que ce soit pour Minergie ou pour SNBS. Et puis, la semaine prochaine, lundi prochain, Michel Wies, notre responsable Minergie, vous présenterait toutes les nouveautés qui sont prévues dans le standard Minergie Eco. En termes de vue d'ensemble, on a élaboré, dans le contexte de la révision de nos standards, un nouveau portefeuille de produits que vous voyez ici devant les yeux, avec l'intégration de ce nouveau standard qui se décline à l'échelle du quartier, les 3 standards usuels qui forment finalement le socle des standards Minergie, avec Minergie le standard de base, Minergie P, Minergie A, le complément éco qui est le plus pour l'écologie et la santé. Et après, dans les phases de construction et d'exploitation, toujours notre offre SQM Construction, qui est vraiment un produit d'assurance qualité pendant la phase de construction pour s'assurer que ce qui a été certifié provisoirement soit effectivement délivré aussi conformément au bout de course. Les modules de construction Minergie aussi avec lesquels on peut s'assurer plus facilement de l'atteinte d'un niveau de performance avec des éléments de construction qui sont certifiés. Et après, dans la phase d'exploitation, un domaine qu'on développe de plus en plus, la possibilité d'avoir un suivi de la performance énergétique de votre bâtiment par nos soins, avec tout un système d'avertissement si des dysfonctionnements sont identifiés. Et puis avec SQM Exploitation, une offre similaire qui s'adresse plutôt à des petits bâtiments où on a vraiment quelqu'un de Minergie qui vient sur place faire un audit du bâtiment tel qu'il est et puis des réglages qui sont prévus pour son fonctionnement pour identifier éventuellement des choses qu'il faudrait améliorer. Donc voilà, ça c'est la nouvelle vue d'ensemble des standards de Minergie. Et aujourd'hui, l'idée c'est de vous parler de Minergie P, de Minergie A et de ce qu'on a prévu comme changement dans ces 3 standards de base. D'abord, à un niveau stratégique, il y a 4 pistes principales qu'on a suivies. D'abord, ou 4 objectifs principaux qu'on s'est mis pour cette révision. D'abord, d'assurer que l'entier du potentiel solaire d'un bâtiment soit exploité à l'avenir. Ensuite, qu'on continue à travailler sur ce sujet des émissions grises pour s'assurer qu'elles soient aussi faibles que possible. Après, dans le sujet de la résilience climatique, qu'on ait des bâtiments dont la protection thermique estivale soit adaptée au climat qu'on aura demain. Par demain, on entend 2035, 2050. Et puis, dans le volet de la décarbonation, de continuer à assurer une exploitation qui soit décarbonée et qui soit évidemment la plus efficace possible. Et je vous propose maintenant de rentrer dans le détail de chacun de ces sujets pour voir quelles exigences on a modifiées très concrètement. D'abord, donc, l'exploitation du potentiel solaire, avec à chaque fois une comparaison entre ce qu'on avait jusqu'à maintenant et puis ce qu'on a prévu dans les nouveaux standards. Premier élément, performance énergétique globale. Jusqu'à maintenant, il y avait un indice Minergie limite à respecter, donc un indice de performance énergétique globale à respecter. Pour 2023, on a renforcé cet indice limite en considérant que l'intégralité de la toiture est exploitée avec du photovoltaïque. Dans les prochains slides, je vous expliquerai un peu plus concrètement ce qu'on entend par intégralité de la toiture. Et en plus de ça, jusqu'à maintenant, on avait une obligation d'autoproduire de l'électricité, une exigence explicite, on va dire, de photovoltaïque, qui se quantifiait à un niveau de 10 watts-peak par mètre carré de surface de référence énergétique. Et on voulait introduire aussi pour 2023 une obligation renforcée à ce niveau-là de 20 watts-peak par mètre carré de surface de référence énergétique. Malheureusement, cette exigence-là est encore mise en stand-by jusqu'à ce qu'on ait des garanties suffisantes en matière de protection incendie par rapport à ces installations-là, puisque je vous démontrerai ça sur les slides qui suivent.
Quand on exige 20 watts pic, 20 watts pic par mètre carré de SRE sur des bâtiments, à partir de 3 à 4 étages, il devient quasi obligatoire de devoir recourir à du photovoltaïque en façade, ce qui a posé encore problème récemment en matière d'autorisation de construire. Donc c'est pour ça que cette exigence-là est en stand-by, probablement jusqu'à l'automne prochain. Je vous avais dit que je vous expliquerais un peu plus ce qu'on entend par intégralité de la toiture. Eh bien, on entend les surfaces qui ont une superficie de plus de 20 mètres carrés. Toutes les surfaces qui ont une inclinaison de moins de 20 degrés, donc les surfaces de toiture, hein, on parle là vraiment de l'inclinaison du toit et pas de l'angle des panneaux photovoltaïques. Donc tous les toits qui ont une inclinaison de moins de 20 degrés sont considérés comme des surfaces disponibles. Et à droite, vous voyez l'illustration pour des toitures avec une inclinaison de plus de 20 degrés. On peut résumer en disant que c'est toutes les surfaces, sauf celles qui sont orientées au nord. Et l'intégralité de la toiture, ça correspond à un taux de couverture de 60% de la toiture disponible. Pour vous faire une idée de ce que ça représente, on a choisi cette photo aérienne d'un bâtiment. Ce toit est recouvert à 60% de panneaux photovoltaïques. 60% de la surface disponible est réellement exploitable. Et c'est pour ça qu'on a fixé cette exigence à ce niveau-là. On voit que l'intégralité de la toiture est couverte, si ce n'est les chemins d'accès aux installations pour pouvoir les entretenir, et puis les distances de sécurité vraiment minimales par rapport au bord de la toiture. L'autre enjeu dont je vous ai parlé, c'est cette exigence de 20 watts pic par mètre carré de SRE qui a comme conséquence de devoir aller s'intéresser au photovoltaïque en façade pour la respecter. Comment on est arrivé à cette conclusion? J'aimerais essayer de vous l'expliquer à l'aide de ce graphique. Vous retrouvez sur l'axe des X d'abord le nombre d'étages, sur l'axe des Y la puissance spécifique en watts-peak par mètre carré de SRE. Et pour chacun des étages, donc 2, 3, 4, 5, 6, etc., les petits ronds qui sont dans la verticalité représentent une sélection de bâtiments Minergie qu'on a dans notre banque de données. En l'occurrence, 2682 bâtiments qu'on a choisis pour cette évaluation. Sur la courbe bleue et rouge, on retrouve le potentiel photovoltaïque pour la courbe bleue d'une utilisation intégrale de la toiture, donc 100% de la toiture disponible, ce qui n'est pas réellement exploitable dans la réalité. Et ce à quoi on est arrivé comme maximum constaté dans la pratique ou physiquement possible, justement 60% de la toiture disponible. Et on retrouve après sur le graphique, dans les lignes jaunes, en fait, les horizontales qui définissent la limite de 20 watts pic par mètre carré de SRE et de 30 watts pic par mètre carré de SRE. Parce qu'on a beaucoup hésité sur les deux exigences et le constat qu'on a fait ici, c'est que justement, si on avait voulu pousser jusqu'à 30 watts pic par mètre carré, même avec ce facteur de réalité, disons, d'utilisation de 60% de la toiture disponible, on aurait été obligé d'aller dans la façade à partir de 2-3 étages. Et c'est pour ça qu'on a été, entre guillemets, plus mollo dans un premier temps, en exigeant déjà 20 watts pic par mètre carré de SRE, ce qui implique qu'à partir de 3-4 étages seulement, il faille commencer à installer du photovoltaïque en façade pour respecter cette exigence. Exigence, je le rappelle, qui est en stand-by jusqu'à l'automne prochain, date à laquelle la branche du solaire photovoltaïque en Suisse nous a déclaré à pouvoir probablement apporter les preuves nécessaires à la sécurité de ces installations. L'autre élément qui est encore intéressant en termes de photovoltaïque, c'est l'analyse ici qu'on a fait de différentes villas et immeubles. Donc, de nouveau sur l'axe des X, vous voyez différentes
typologies de bâtiments qu'on a analysés. Tout à gauche, quelques villas, et puis ensuite des immeubles avec de différentes tailles, tailles qui vont croissantes de gauche à droite. Et puis sur l'axe des Y, la puissance totale de l'installation qui a été réalisée. En brun, vous trouvez justement l'installation qui a été effectivement réalisée, puisque c'est des bâtiments donc, qu'on sort de notre banque de données de tous les bâtiments qui ont été certifiés jusqu'à maintenant. En bleu, on a représenté ce à quoi il faudrait arriver comme puissance d'installation pour respecter cette exigence de couverture intégrale de la toiture. Et puis en jaune, ce à quoi il faudrait arriver comme puissance pour respecter ces 20 watts pic par mètre carré de SRE. Et puis on voit bien que, de nouveau, dans une lecture de gauche à droite, pour les petits bâtiments, ce qui est principalement déterminant, c'est l'obligation de couvrir l'intégralité de la toiture. On voit que c'est cette exigence en bleu, finalement, qui impose la puissance la plus élevée de photovoltaïque, alors que quand on arrive dans les bâtiments de plus grande taille, à droite et donc plus en hauteur, c'est l'exigence de 20 watts pic par mètre carré de SRE qui devient déterminante. Et ce delta qu'on a mis en évidence avec cette flèche entre la partie bleue, entre le sommet de la colonne bleue et le sommet de la colonne jaune, c'est finalement la part d'installation photovoltaïque qu'il faudra installer en façade. Donc voilà, ça, ce sera une exigence qui aura vraiment un impact architectural important à partir du moment où elle commencera à s'appliquer. Jusque-là, c'est vraiment la couverture intégrale de la toiture qui va s'appliquer. Voilà, ça c'était le sujet du photovoltaïque et de l'exploitation du potentiel solaire du bâtiment. Je vais passer maintenant à notre deuxième thème principal, la minimisation des émissions grises. On avait introduit en début 2022 l'obligation de justifier en fait des émissions grises générées par le projet sans contrainte par rapport à une valeur limite à respecter. Et ça, c'est le grand changement auquel on procède avec les standards 2023. Il y aura une limite à respecter par catégorie de bâtiment, une valeur limite qui sera spécifique à chaque objet. Là, on a mis un exemple d'un bâtiment d'habitation collective assez classique où on a un ratio entre la surface de plancher et la surface de référence énergétique de 80-20. On arrive à cette valeur limite de 11 kg de CO2 équivalent par mètre carré de SRE, sachant qu'on ne comptabilise pas les installations photovoltaïques, le solaire thermique et tout ce qui est sonde géothermique dans cette valeur. On ne veut pas avoir d'effet en fait de diminution potentielle de la taille de l'installation photovoltaïque pour respecter une valeur d'émission grise, puisqu'au final, le calcul et le bilan écologique de ce genre d'installation est favorable. Maintenant, quelques éléments de réflexion pour vous expliquer comment on est arrivé à ces valeurs. D'abord, elles sont définies de manière empirique, ça veut dire qu'on s'est de nouveau basé sur notre banque de données Minergie. On a évalué plus de 80 objets Minergie Eco et plus de 1800 objets Minergie pour lesquels on avait justement le justificatif d'émissions grises qu'on avait introduit début 2022. La méthodologie et le calcul est complètement identique à Minergie Eco. On utilise les mêmes bases, le cahier technique SIA 2032, les données pour les éco-bilans de la KBOB. Je l'ai dit, la valeur limite est dynamique, elle s'adapte à chaque projet et elle exclut les émissions grises du photovoltaïque, du solaire thermique et des sondes géothermiques. Contrairement à d'autres méthodologies de calcul sur lesquelles je reviendrai, il n'y a pas de possibilité de compensation des émissions entre la construction et l'exploitation. La valeur limite qu'on fixe pour la construction est vraiment à respecter à cet endroit-là. Et la méthodologie de calcul, elle est parfaitement comparable justement aux valeurs limites qu'on retrouve chez Minergie Eco, sachant que chez Minergie Eco, on continue d'être plus exigeant avec l'idée que Minergie Eco reste précurseur sur cette question d'énergie grise et d'émissions grises. L'objectif qu'on poursuit, c'est de prévenir les plus mauvais projets,
respectivement d'optimiser les choses et de sensibiliser les professionnels à cet enjeu important de la construction climato-responsable. Je vous ai expliqué un petit peu cette logique qu'on avait avant de 80-20. On la voit ici illustrée. Ça, c'est un peu un cas de figure qu'on retrouve aussi dans 80% des bâtiments d'habitation collective. Ce ratio entre la surface de plancher et la surface de référence énergétique. Et c'est un ratio qui est très, très important puisque vous voyez, il fait l'objet de la base du calcul de la valeur limite réelle. Puis on a calculé quelques valeurs limites, on va dire, exemplaires pour ce ratio le plus courant de 80% entre SRE et puis surface de plancher. Vous voyez un exemple de calcul sous le tableau. Et puis, pour avoir un petit peu une référence pour savoir où on se situe par rapport à d'autres normes ou d'autres standards qui pourraient avoir des exigences dans ce domaine-là, le projet de norme qui est en consultation actuellement de la SIA 390-1 pour les catégories d'ouvrages 1 à 6 fixe une limite à 9 kg par mètre carré par année. Par contre, y compris PV, sonde géothermique et géothermique et solaire thermique. Donc le message ici, c'est de dire l'objectif, c'est d'introduire déjà cette notion. La valeur limite qu'on a définie, elle devrait être normalement respectée facilement pour 80% des projets. Pour 20% des projets, il y aura certaines optimisations auxquelles il faudra encore procéder. L'idée, c'est de nouveau, on a introduit d'abord l'obligation de justifier. Maintenant, on introduit une valeur limite qui est relativement souple. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'appréhension ou de la manière dont on appréhendera ce sujet, on va renforcer de plus en plus les exigences à respecter. Et justement, il y a vraiment une grosse possibilité d'influencer les émissions grises d'un projet au niveau de sa planification. Ici, on a tenté de représenter ça de manière graphique. C'est quelque chose qu'on essaye constamment d'améliorer. Mais c'est l'idée de représenter un petit peu les enjeux et les potentiels qu'il y a et où ils se situent. C'est une lecture de nouveau de gauche à droite, avec à gauche une représentation d'un bâtiment pour lequel on n'aurait fait aucun effort ou aucune optimisation du tout sur le sujet des émissions grises. Une construction donc en béton notamment, avec beaucoup de verre, beaucoup d'acier, etc., dans lequel on arriverait à un bilan de 18 kg par mètre carré et par année d'émissions. On a la possibilité ensuite de réduire les portées, donc finalement les épaisseurs de dalles et la quantité de fer qu'on a besoin pour le supporter. On a la possibilité de jouer sur les matériaux et leur bilan écologique, de réduire la part des fenêtres, sur l'épaisseur des dalles, de nouveau par rapport à toutes les installations techniques qui sont incorporées ou pas dans le béton. Un autre gros enjeu, c'est les fouilles et les fondations. Ça, c'est plus difficile au niveau de la planification et pour l'architecte parce que ça dépend essentiellement du site qu'on a choisi et si, oui ou non, on a besoin de recourir à un sous-sol. On voit dans le cas juste à côté, au niveau de l'usage, qu'une nouvelle construction sans sous-sol, c'est quelque chose de particulièrement déterminant pour les émissions grises. Évidemment, c'est idéal aussi de pouvoir réutiliser un sous-sol existant ou de réutiliser le plus possible du gros œuvre. Et puis, on a essayé d'illustrer un petit peu la contribution que chacune de ces mesures pouvait avoir pour optimiser les émissions grises. Voilà, ceci c'était donc le sujet des émissions grises et je passe maintenant au sujet de la protection thermique estivale et du confort dans les bâtiments Minergie. Deux sujets principaux qu'on traite à ce niveau-là. D'abord, la qualité de l'air. Là, il n'y a pas d'évolution particulière. Il y a toujours, comme il y a toujours eu chez Minergie, cette obligation d'avoir un système de renouvellement d'air automatique. Et ensuite, sur la question de la protection thermique estivale, là, on renforce notablement les exigences.
Jusqu'ici, il fallait démontrer que le confort était suffisant dans un bâtiment Minergie dans la mesure où sa température intérieure ne dépassait pas les 26 degrés et demi plus de 100 heures par année. Et en 2017, donc jusqu'à maintenant, il fallait le faire avec des données rétrospectives, donc une moyenne du climat qu'on a eu entre 1980 et 2010. Et à l'avenir, il faudra le faire pour un climat futur, donc le climat que Météo Suisse projette pour la période 2020 à 2049. Donc on peut dire finalement qu'il est représentatif du climat qu'on aurait en 2035. L'exigence est toujours la même, pas plus de 100 heures de dépassement de 26 degrés et demi, ce calibrage par rapport à la norme SIA 180. Au niveau des méthodologies de justification, ce sera les mêmes possibilités qu'on a maintenant. Une variante simple, la variante 1, sachant qu'on a renforcé la part de surface vitrée dans les cas standards de la variante 1. Donc, ce sera plus difficile de respecter les exigences à ce niveau-là. Une variante 2 qui est de nouveau ce justificatif global externe sous forme Excel qui se fait pièce par pièce, qui prendra justement en compte les données climatiques de 2035. Et même chose avec la variante 3, la simulation dynamique de l'évolution du température dans un bâtiment dans des conditions estivales, aussi avec l'obligation d'utiliser des données de 2035. Et si on n'arrive pas à respecter ces exigences en matière de surchauffe uniquement avec des mesures passives et constructives sur le bâtiment, vient l'obligation et la nécessité de se poser la question du rafraîchissement. Et là, l'idée, c'est de simplifier le plus possible les installations qui travaillent sur la base de free cooling, donc de rafraîchissement qui ne nécessite pas de gros apports d'énergie extérieure. Et en l'occurrence, ce genre d'installation, c'est pris en compte directement par défaut dans l'indice Minergie, donc dans le calcul de l'indice Minergie. L'indice Minergie de votre projet est péjoré avec 1 kWh par mètre carré de SRE, pour autant que la puissance de votre installation de rafraîchissement ne dépasse pas les 12 watts par mètre carré. L'objectif, c'est de promouvoir les systèmes de rafraîchissement qui sont alimentés dans une très large mesure par l'installation photovoltaïque du bâtiment. Par exemple, une pompe à chaleur réversible qui amènerait de l'eau fraîche dans un chauffage au sol, entre guillemets, c'est considéré comme du free cooling. Et l'idée, c'est d'avoir une série de mesures qui luttent contre ce qu'on voit représenté graphiquement en bas, l'évolution des climatiseurs en Suisse. Ce qui s'est passé entre 2021 et 2022, c'est des projections de prognoses, mais on peut s'imaginer malgré tout que ces projections sont relativement crédibles et du coup, avec Minergie, on veut lutter contre cette évolution, d'abord avec une maximisation des mesures passives et si nécessaire, un rafraîchissement qui soit aussi peu énergivore que possible et surtout dont la consommation d'énergie soit couverte par la propre installation photovoltaïque. Je passe maintenant au dernier grand sujet, assurer une exploitation décarbonée et efficace. Et le premier volet de l'efficacité énergétique, c'est un renforcement de la limite des besoins de chaleur pour le chauffage, donc un renforcement du QHLI à respecter pour les spécialistes d'entre vous. La raison qu'il y a là derrière, c'est que notre dépendance aux énergies fossiles est quand même toujours massive, surtout dans le bâti existant, mais que notre besoin en énergie renouvelable, justement, augmente aussi et qu'on devrait les réduire autant que possible, surtout en hiver, puisque c'est en hiver qu'on importe encore de l'étranger de l'électricité qui a un bilan écologique très défavorable. Donc la base pour avoir besoin d'importer moins d'électricité en hiver, c'est d'avoir une enveloppe qui soit bien isolée. Ça sert tant à réduire le besoin de chaleur pour le chauffage que c'est favorable aussi pour diminuer le besoin de rafraîchissement.
Donc, l'exigence qu'on a prévue, c'est un renforcement de 10% pour Minergie et pour Minergie A par rapport aux valeurs qui sont définies dans le MOPEC 2014. Et c'est des valeurs justement qui sont optimales du point de vue écologique et économique. Et si vous avez des doutes à ce sujet, on a développé un calculateur de l'épaisseur optimale d'isolation qu'on retrouve très facilement sur notre site et pour lequel vous pouvez optimiser l'épaisseur d'isolation en fonction du matériau que c'est, en fonction de la production de chaleur que vous avez choisie pour que ce soit spécifique à chacun des cas. Deuxième volet, c'est le monitoring. On va abaisser la limite à partir de laquelle le monitoring devient obligatoire de 2000 à 1000 mètres carrés. Et en l'occurrence, l'objectif du monitoring, c'est de s'assurer que le bâtiment soit aussi performant que ce pourquoi on l'a planifié et qu'on puisse identifier facilement des problèmes dans son fonctionnement. En l'occurrence, par exemple, des situations dans lesquelles le chauffage est enclenché en été, des appareils inefficaces ou par exemple des résistances électriques qui seraient mises en service ou qui consommeraient de l'énergie alors que la pompe à chaleur serait parfaitement disponible, des problèmes au niveau du coefficient de performance de la PAC, des problèmes au niveau de la production d'eau chaude sanitaire, une installation photovoltaïque qui ne fonctionne pas ou d'une manière générale une consommation d'énergie trop élevée. Avec cette installation de monitoring, on arrive à identifier ces problématiques. Et puis avec cette offre Monitoring Plus, vous pouvez raccorder votre installation de monitoring directement à la banque de données Minergie. Et là, on a une prestation qui propose de comparer l'indice de performance énergétique qui a été projeté pour le bâtiment à son indice de performance énergétique réel et de constater d'éventuels dysfonctionnements ou un éventuel écart qu'on pourrait après corriger. Dernier volet de l'efficacité énergétique, c'est la mobilité électrique. Jusqu'à maintenant, on retrouve sur ce slide l'illustration des différents niveaux d'équipement qui sont définis dans la SIA 2060. Jusqu'à maintenant, dans un bâtiment Minergie, on exigeait le pipe for power. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait des conduites en attente sur les places de parc pour pouvoir tirer des câbles et puis les équiper facilement après coup. On va un peu plus loin maintenant. Le niveau d'équipement qui sera exigé, ce sera le niveau C2. Power to parking, ça veut dire qu'il faudra que les câbles électriques soient tirés directement jusqu'à 60% des places de parc qui sont prévues pour un immeuble. Voilà, ça concernait les exigences pour la nouvelle construction, surtout quand on a parlé de niveau de performance à atteindre. On a prévu aussi toute une série d'évolutions dans tout ce qui est rénovation, sachant que dans la rénovation, c'est toujours un peu plus délicat parce qu'on a en même temps cette volonté d'avoir des rénovations qui soient parées pour le futur, mais en même temps, on aimerait qu'il y en ait plus. Donc, la conséquence, c'est que les exigences sont un petit peu moins sévères que sur le neuf. On retrouve les 4 sujets que je vous ai proposés avant, sachant que dans la rénovation, on ne va pas avoir d'exigence au niveau des émissions grises. On considère qu'en fait, on réutilise, c'est déjà tellement bien de réutiliser en fait de la substance construite existante, de l'énergie grise et des émissions grises qui sont déjà là, qui ont déjà été générées, qu'on ne va pas fixer d'exigences supplémentaires par rapport à ça. Au niveau de l'exploitation du potentiel solaire, on aura une exigence qui prévoit que la moitié de la toiture disponible soit couverte avec des installations photovoltaïques, donc 50% moins élevé que pour le neuf. Pour la protection thermique estivale, par contre, c'est exactement la même chose. Un bâtiment Minergie rénové ou neuf doit assurer le même niveau de confort à ce niveau-là. Et puis, pour tout ce qui est enveloppe du bâtiment, comme c'est le cas aujourd'hui déjà, il n'y a pas d'exigence spécifique sur l'isolation de l'enveloppe. C'est un indice de performance énergétique globale qu'il faut atteindre dans la rénovation. Si on regarde ça sur ce tableau, j'ai mentionné la surface de toit disponible qui doit être recouverte pour moitié par des modules photovoltaïques
Et dès que ce sera possible aussi, horizon automne 2024, au moins 10 watts peak par mètre carré de SRE. Minergia, comme jusqu'à maintenant, il faudra que la production annuelle couvre les besoins annuels. Un renforcement de l'exigence aussi par rapport au monitoring. Même chose sur la protection thermique estivale. Et puis, pour la rénovation, pour ce qui concerne la mobilité électrique, on a repris ce qu'on prévoyait jusqu'à maintenant pour les nouveaux bâtiments. Ça veut dire que les tubes en attente doivent être tirés jusqu'au garage. Et on a toujours dans la rénovation cette méthode de justification qu'on vous propose qui est très simple pour faire valoir la performance énergétique d'un bâtiment après sa rénovation. On s'approche encore plus du CECB dans le sens où jusqu'à maintenant, on pouvait justifier de l'efficacité énergétique de l'enveloppe avec un CECB. Et vous le voyez tout en bas dans la dernière ligne en bleu foncé, pardon, on peut justifier aussi maintenant de la performance énergétique globale avec un CECB. Donc, vous avez un B pour l'efficacité de l'enveloppe, un B pour l'efficacité énergétique globale, une production de chaleur intégralement renouvelable, au moins un système de ventilation de base et une démonstration que le confort thermique estival est assuré. Et vous pouvez déjà, sur 2 pages A4, le justificatif selon les modèles de rénovation, c'est 2 pages A4, déposer une demande de certification Minergie. Donc la collaboration là avec le CECB est vraiment bien renforcée. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Je vous propose maintenant une petite synthèse de tout ça. D'abord, de manière qualitative. Donc, en premier temps, on va dorénavant exploiter l'intégralité du potentiel solaire d'un bâtiment. Toute la toiture doit être recouverte avec du photovoltaïque. On a des valeurs limites à respecter au niveau des émissions grises. On a une protection thermique estivale qui doit être démontrée, ou un confort thermique estival qui doit être démontré avec des données climatiques futures. Et puis, pour continuer sur le volet de l'exploitation décarbonée de l'efficacité énergétique, un renforcement de la valeur limite du besoin de chaleur pour le chauffage, un renforcement des exigences en matière de monitoring et de mobilité électrique. Dans l'ensemble, il y a 2 grosses valeurs limites à respecter. Un indice Minergie qui s'exprime en kWh par mètre carré par année et une valeur d'émission grise qui s'exprime en kg de CO2 équivalent par mètre carré et par année. Et vous retrouverez dans ce jeu de slides qu'on vous met à disposition cette slide qui, à mon avis, synthétise l'ensemble des renforcements qu'on a prévus, qu'il est très facile d'imprimer et puis d'avoir toujours à votre disposition. Donc d'abord, l'intégralité de la toiture recouverte avec du photovoltaïque, 60% de la surface du toit disponible doit l'être. À partir de l'automne prochain, cette exigence de 20 watts peak par mètre carré de SRE. Un renforcement de la valeur limite des besoins de chaleur pour le chauffage de 10%, sachant que pour Minergie P, on garde cette limite à 30% plus sévère. L'introduction d'une valeur limite d'émissions de gaz à effet de serre dans la construction à respecter. Au niveau de l'étanchéité à l'air, on a un allègement. Il n'y a plus d'exigences en termes de concept d'étanchéité à l'air pour le standard Minergie de base. Par contre, on maintient la mesure de l'étanchéité à l'air, le blower door test pour Minergie A et puis pour Minergie P. On avait toujours une petite nuance au niveau de la décarbonation. Jusqu'à maintenant, on pouvait couvrir les charges de pointe avec maximum 30% de fossiles. Dorénavant, ce sera juste possible pour les installations de plus de 100 kW de puissance et pour un maximum de 10% de part fossile. Un niveau d'équipement C2, donc Power to Parking, pour 60% des places de parc dans du résidentiel collectif. Un abaissement de la limite pour le monitoring à 1000 m². Tous les bâtiments Minergia continuent à devoir être équipés d'installations de monitoring. Et puis, on a cet indice de performance énergétique qu'on avait jusqu'à maintenant, le EHWLK, qui regroupait le chauffage, la production d'eau chaude, la ventilation et la climatisation. Donc, une exigence de
performance énergétique ou d'efficacité énergétique pure dans la mesure où on ne pouvait pas compenser cet indice avec du photovoltaïque. Ça, c'est une valeur limite qu'on a supprimée, notamment pour ces questions de rafraîchissement, pour permettre le rafraîchissement et la garantie de ce confort thermique estival. Il faudra toutefois toujours déclarer cette valeur, puisque dans certains cantons, cette valeur limite continuera à être exigée. Au niveau de l'électricité, on relève la limite à partir de laquelle une justification du besoin selon la 387/4 devra être établie. Pour la protection thermique estivale, des données prospectives pour 2035. Et puis au niveau du renouvellement de l'air, pas de changement, la nécessité d'avoir un renouvellement d'air automatique qu'on poursuit. Dernière ligne, les rénovations. Le photovoltaïque devient obligatoire. 50% de la toiture d'un bâtiment rénové devra être couvert avec du photovoltaïque ou au moins 10 watts pic par mètre carré de SRE dès que ce sera possible, donc probablement aussi à partir de l'automne 2024. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter et je vous remercie de votre attention. Et je passe directement de nouveau au visuel où je peux voir les questions que vous auriez. Alors, je me permets de remonter. Alors, première question, vous utilisez quelle puissance spécifique de panneau pour ces évaluations? Là, je ne sais plus honnêtement qu'est-ce qu'on a mis comme hypothèse derrière, j'imagine, ces graphiques-là qui vous intéressent. Je peux retrouver cette information et vous la faire parvenir à ma Francine. C'est toi qui poses la question. Je t'envoie volontiers cette information. Mais je crois l'ordre de grandeur, ça doit être 1000, mais je ne suis pas sûr exactement. Donc, à vérifier, je te transmets ça avec plaisir. Ensuite, Monsieur Guiman qui pose la question suivante. Un bâtiment neuf a une durée de vie d'environ 60 ans, donc jusqu'aux années 2080. Pourquoi ne pas utiliser les données climatiques futures pour 2060 au lieu de 2035 pour le confort estival? Alors là, c'est en fait effectivement un compromis qu'on a pris en fait. On a soumis au conseil d'administration, quand on a élaboré ces nouvelles exigences, différentes variantes, une facile à respecter, une moyenne, une très sévère. Celle très sévère, effectivement, prévoyait de devoir justifier le confort avec des données climatiques de 2060, mais les conséquences qu'il y avait sur l'architecture étaient beaucoup trop violentes, si je puis dire, par rapport à ce qu'on estime était supportable par le marché. Du coup, c'est pour ça que le compromis 2035 a été choisi sur ce sujet-là. Ensuite, une question sur le natural cooling. Donc, le natural cooling avec des sondes géothermiques est considéré de la même manière qu'une installation de froid active. Non, c'est considéré de la même manière, par contre, effectivement, qu'une pompe à chaleur réversible. Je pense que la pompe à chaleur réversible, ce sera l'équipement de production de frais ou de froid qui a la consommation d'énergie la plus grande. C'est l'Office fédéral de l'énergie, en fait, qui a défini que ces installations, pompes à chaleur réversible, faisaient encore partie du scope des installations de free cooling. Et puis, on a repris cette définition. Les sondes, donc le recours à du free cooling ou du géocooling avec les sondes géothermiques fait aussi partie de ces installations de free cooling. Ensuite, on a encore une question sur le règlement des labels. Donc, le règlement des labels n'est pas du tout clair pour les exigences sur le QHI pour les piscines couvertes. Quels sont les pourcentages pour les piscines couvertes et les rénovations pour les différents labels? Alors là, on a repris dans le règlement des labels le tableau qu'on avait jusqu'à maintenant, qui reprend chacune des catégories de bâtiments.
et on a repris simplement le MOPEC ou la SIA 380/1. C'est possible qu'il y ait encore un bug dans le règlement des labels, je ne l'exclus pas. Là aussi, je vous propose que je vais regarder ce règlement après, que je corrige le bug s'il y en a un, et puis sinon que je vous mette à disposition ce tableau. Mais normalement, ça doit être défini clairement pour chaque catégorie d'ouvrage. C'est en l'occurrence une des différences qu'on a aussi entre le CECB et Minergie. Minergie est vraiment un standard de construction qui est disponible pour toutes les catégories d'ouvrages. Ensuite, on a une question sur les places de parc ou l'exigence d'équipement à la mobilité électrique. En l'occurrence, pourquoi 60% des places de parc? Alors ça, c'est de nouveau un choix qui a été, un compromis qui a été fait par notre conseil d'administration. Par contre, la valeur ne sort pas de nulle part. C'est une valeur qui est définie dans la SIA 2060 où c'est une des options possibles dans la SIA 2060. Et puis, ça nous semblait un compromis raisonnable, disons, pour un premier renforcement des exigences à ce niveau-là. Ensuite, on a une question sur la slide 27. Donc, je vais directement afficher la slide 27 et vous lire la question après. Slide 27, l'obligation d'une ventilation MC, donc mécanique pour les bâtiments d'habitation rénovés est-elle maintenue? Quelle est la définition d'une ventilation de base? Donc effectivement, on maintient, si on veut bien, cette notion d'obligation d'avoir un système de renouvellement d'air automatique avec un allègement qu'on a introduit en 2022 ou 2021 qui permettait justement d'avoir un système de ventilation de base. Le concept du système de ventilation de base, c'est qu'on n'a qu'un seul endroit où on doit amener de l'air pulsé dans l'appartement, pour prendre un exemple. On amène de l'air pulsé dans les zones de circulation et dans le séjour. On extrait de l'air dans les cuisines et puis les pièces d'eau. On a donc, avec ce système-là de défaut, qu'il n'y a pas un renouvellement d'air actif dans les chambres à coucher, donc une nécessité quand la porte des chambres à coucher la nuit sont fermées, de renouveler l'air via des fenêtres qui seraient ouvertes. Donc ça, c'est un allègement auquel on a consenti pour les rénovations, pour pas que cette obligation de ventilation soit trop bloquante. Évidemment, ça a une influence par contre sur la performance énergétique. Et si on recourt à ce système de ventilation de base, ça vient péjorer la performance énergétique du bâtiment. Il faudra faire plus d'efforts ailleurs pour respecter l'indice Minergie limite qu'il faut. Ensuite, une question sur les slides. Ces slides seront-elles bien communiquées à l'issue de la présentation? Tout à fait. On mettra ces slides à votre disposition dans les plus brefs délais. Ensuite, une question sur la valeur limite des émissions de gaz à effet de serre. La justification devra être simplifiée avec l'outil Minergie ou détaillée? Alors, les deux sont possibles. En fait, l'outil Excel qu'on avait développé jusqu'à maintenant dans le justificatif, donc qui est un nouvel onglet de notre justificatif Excel, a été digitalisé. C'est maintenant le même contenu, mais qui prend la forme d'un formulaire online. On peut faire la justification avec cette méthodologie-là. On est en train de traduire toute une série de rapports, 3 rapports, qui documentent les différentes hypothèses de calcul qui ont été prises pour ce calcul d'émissions grises. Et sinon, il y a la possibilité, comme pour Minergie Eco, de faire un calcul plus détaillé. La méthodologie est tout à fait compatible et donc les valeurs limites à respecter aussi. Ensuite, il y a une question sur MinerJP. Est-ce qu'il y a la possibilité des modèles de rénovation MinerJP? Non, ça, il n'y a pas. Effectivement, les modèles de rénovation, c'est vraiment une proposition qui doit faciliter la rénovation Minergie de base.
On a déjà très peu de rénovations, des rénovations Minergie-P encore moins, ça reste vraiment le high-end de la rénovation. Du coup, on n'a pas de modèle de rénovation simplifié pour ces objets-là. Il faut continuer à appliquer la méthodologie de justification classique. Ensuite, une question sur le photovoltaïque. Donc, si j'ai bien compris, pour le PV, il faut couvrir toute la toiture utile, 60%, et atteindre 20 watts peak par mètre carré de SRE. C'est exactement ça. Donc, quand vous voyez votre toiture au départ, on a défini ce qui est une toiture disponible. Donc, c'est une surface de plus de 20 mètres carrés avec ces définitions au niveau des inclinaisons. On prend ensuite effectivement le 60% de cette surface disponible qu'on considère comme une surface exploitable. Et sur cette surface exploitable, il faut qu'il y ait une installation photovoltaïque d'une part. Ça, ce n'est pas une exigence explicite, c'est une exigence en fait qui vient diminuer la valeur Minergie à respecter, l'indice Minergie à respecter. Donc, c'est une exigence implicite à l'intérieur de cet indice de performance énergétique à respecter. Et en plus de ça, effectivement, dès qu'on aura la garantie suffisante sur la sécurité de ces installations, une exigence de 20 watts peak par mètre carré de SRE à respecter, qui commencera à devenir, disons, l'exigence qui sera celle qu'on utilisera pour dimensionner l'installation pour des bâtiments à partir de 3-4 étages. Pour les bâtiments plus petits, c'est l'exigence implicite qui est en réalité la plus sévère et qui est celle qui influence le dimensionnement de l'installation. Ensuite, une question sur la sensibilisation des maîtres d'ouvrage. Comment sensibilisez-vous les maîtres d'ouvrage au surcoût engendré par la pose de PV en façade? Bon, là, on a sur notre site internet en fait déjà un volet qui traite des surcoûts constructifs. On a à l'aide d'un exemple démontrer les surcoûts constructifs d'un bâtiment Minergie, Minergie P, Minergie A. Ça s'étale en gros de 3 à 7% en fonction du standard de construction. Et on est en train de réviser maintenant ces ordres de grandeur avec les exigences de nos nouveaux standards. Et dès que ce sera actualisé, on va publier ça sur notre site internet de sorte que tout soit parfaitement transparent. Et en plus, dans ces surcoûts constructifs, c'est vraiment les surcoûts constructifs bruts. On n'a pas du tout pris en compte les avantages qui peuvent découler d'une construction Minergie P, par exemple, type bonus sur l'indice d'utilisation du sol ou subvention. Donc là, vraiment une transparence totale. Par contre, effectivement, on n'a pas réussi encore à remettre à jour ces chiffres pour le 13 septembre. Ensuite, une question sur la période de transition. Est-ce qu'il y a une période de transition pour le nouveau règlement? Ouais. Donc, on a lancé ces exigences le 13 septembre dernier. À partir de cette date, on peut déposer une demande de certification. En réalité, ce sera à partir de demain. Notre nouvelle plateforme des labels sur laquelle on peut réellement déposer un projet, justifier de sa performance énergétique, ce sera disponible à partir de demain. Et on peut encore déposer des projets selon les exigences qui étaient en vigueur en 2022 pendant une année, donc jusqu'au 13 septembre 2024. Et à partir du 13/9/2024, ce ne sera plus que les exigences des standards 2023 qui seront possibles. Ensuite, une question sur la 380/1, l'édition 2009 de la norme SIA 380/1 peut toujours être utilisée pour les bâtiments situés dans le canton de Vaud, loi vaudoise, pour labelliser un bâtiment Minergie. Ouais, donc c'est une question. Est-ce qu'on peut toujours utiliser la 380/1 de 2009 dans les cantons qui l'acceptent? Je me permets de généraliser un peu. C'est effectivement le cas. Avec Minergie, on s'est calibré là sur les exigences cantonales. On était jusqu'à maintenant même plus souple. On permettait les deux, même dans les cantons qui ne le permettaient pas. On admettait les deux, en tout cas pour Minergie. On
informer à chaque fois le canton si effectivement lui exigeait une 380/1 de 2016. Et pour le futur, ça, ce serait un point que je dois vérifier aussi, de savoir si on exige la 380/1 de 2016 ou de 2009. Je vous propose, je crois qu'il y a 3 questions, si ma mémoire est bonne, sur lesquelles on vous doit encore des réponses, d'intégrer en fait les réponses à ces questions directement sur une slide. Comme ça, on rediffuse ces informations qui me semblent très pertinentes pour tout le monde. Ensuite, une question sur le chauffage à distance. Quelle est la faisabilité application des CAD G égale 0,6 pour la part d'énergie renouvelable? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Si vous vouliez bien encore mettre un peu plus de contexte, Monsieur Schneider, Yann, si tu veux bien mettre un peu plus de contexte, Yann, parce qu'en fait, sur les chauffages à distance, effectivement, il y a ces indices de pondération énergétique qui sont définis par les cantons et la Confédération, qu'on reprend pour pondérer l'énergie finale qui est utilisée dans un bâtiment Minergie. On introduit une nouvelle notion au niveau des quartiers, donc on vous en parlera plus vendredi, la nécessité d'avoir au moins 75% d'énergie renouvelable dans le chauffage à distance. Mais ça, c'est vraiment une exigence qui s'applique au niveau du quartier. Je ne sais pas si tu faisais référence à ça. Au niveau ensuite d'une question sur la SIA 390, si la nouvelle SIA 390 sera validée, vous allez à nouveau changer ou mettre à jour les valeurs limites ou cibles? Non, ce n'est pas le cas. Effectivement, tout l'exercice finalement de consolidation et d'harmonisation au niveau de la famille des labels suisses poursuit l'objectif que ce soit et plutôt la SIA qui s'aligne sur les valeurs qui sont définies en commun entre cantons, confédérations et les associations qui portent ces standards. On verra quelle stratégie eux déploient. Je pense que ça ira probablement dans le sens de permettre différentes options dans la 390. Dans le cas, ensuite, c'est une question sur la ventilation. Dans le cas d'une installation de ventilation commune à un immeuble, type double flux, l'exigence d'adapter les débits de ventilation à chaque appartement est encore en vigueur. Quel système recommandez-vous? Alors, effectivement, cette exigence continue à s'appliquer. Le plus simple, c'est ces boîtiers VAV qui permettent, avec le tube de pulsion et d'extraction l'un à côté de l'autre, de piloter simultanément l'adaptation du débit des deux côtés. Et pour piloter ce débit, en général, l'idéal, c'est plutôt d'avoir un système sur lequel l'utilisateur ne peut pas avoir d'influence, donc soit une mesure de l'hygrométrie ou du CO2 dans le meilleur des cas. Ensuite, une question sur la rénovation. Pourquoi ne pas valoriser le réemploi dans la rénovation avec le critère minimisation des émissions grises? Justement, finalement, c'est ce qu'on fait. Vu qu'on ne fixe pas d'exigences à respecter à ce niveau-là dans la rénovation, on le fait parce qu'on considère que le réemploi, justement, c'est quelque chose qu'on veut pousser, c'est quelque chose qu'on veut favoriser. Du coup, on ne fixe pas finalement une barrière supplémentaire ou une exigence supplémentaire à respecter à ce niveau-là. Là aussi, on introduit un truc super intéressant dans le standard qui concerne les quartiers. Et là, les bâtiments qui ne seront pas arrivés aux 60 ans de leur durée de vie viendront péjorer les émissions grises de la nouvelle construction. Et il faudra d'autant plus recourir à d'autres mesures d'optimisation si on veut respecter les valeurs limites au niveau du quartier. Tout ça, on vous en dira un peu plus vendredi, justement. Ensuite, nous avons une question sur le photovoltaïque. Concernant le PV ou d'autres obligations pour la labellisation, est-ce qu'il a tout de même des exceptions pour les bâtiments patrimoniaux? Est-ce qu'il existe une marge d'exigence par projet? Alors effectivement, pour la rénovation, tous les bâtiments qui sont protégés et tous les bâtiments pour lesquels une commune, pour une raison ou pour une autre, exclut la pose d'installations photovoltaïques, il y aura des dérogations.
c'est déjà formulé de cette manière-là dans le règlement. Au niveau, je crois que c'est au niveau de l'annexe B2. Laissez-moi vite jeter un œil. Hop. Alors, exactement, donc, pardon, c'est pas l'annexe B2, c'est l'annexe B2 définit en fait les surfaces de toiture qu'on considère comme disponibles et l'annexe E définit les exigences pour l'autoproduction d'électricité. Et puis, on a défini des conditions qui peuvent conduire à un allègement et en l'occurrence, c'est un toit d'un bâtiment qui a un statut de protection ou qui a des règlements communaux qui interdisent la pose d'installations solaires, ou encore qu'une toiture soit recouverte de neige pendant la période de chauffage et que l'orientation du photovoltaïque doit être tellement raide, voire verticale, pour exploiter le potentiel hivernal qu'on prévoit une exclusion d'exigence pour ce type d'installation. Je reviens à la présentation. Je crois qu'il y a encore quelques questions. Je vois qu'il est 14 heures. Du coup, avant de réattaquer la dernière question, ou quoi que non, je me permets encore cette question-là parce elle vient de nouveau de Yann Schneider sur le chauffage à distance. Donc, pour les cadres, la part d'énergie renouvelable n'est pas suffisante pour le neuf et aussi parfois pour la réno, alors qu'il est prévu un G à 0,4 dès 2030. Donc, est-ce possible de... Ah, d'accord, je vois la question. Vous construisez un bâtiment aujourd'hui pour lequel le chauffage à distance a une part de renouvelable qui est insuffisante pour respecter les exigences de Minergie. On ne va pas certifier ce bâtiment de manière définitive. Il est uniquement certifiable provisoirement. Et à partir du moment où l'approvisionnement énergétique est réellement, effectivement, et correspond effectivement à la promesse qui a été faite, là, on pourra libérer la certification définitive de l'objet. Je sais effectivement que c'est un sujet récurrent à Genève, notamment avec les SIG, mais là, on a, nous, l'obligation vraiment d'appliquer les mêmes dispositions et les mêmes exigences sur l'ensemble du territoire. Et du coup, effectivement, on est assez strict là-dessus, uniquement provisoire tant que l'approvisionnement définitif qui permet de respecter les exigences d'énergie n'est pas atteint. Donc voilà, je disais que j'abordais encore cette question. Il est 14h01. Je voulais vous remercier de votre attention. J'espère que ça vous a apporté une plus-value, que ça répondait, j'espère, de la plus grande manière possible à vos attentes. Si vous avez encore des questions, on est évidemment disponible par téléphone, comme d'habitude, sur notre hotline. Et puis, je souhaite à ceux d'entre vous qui n'ont pas encore mangé un bon appétit. Et puis, pour les autres, un tout bon après-midi. Au plaisir donc de vous retrouver. Je ne serai pas là demain, mais demain pour une session d'information sur le SNBS bâtiment. Vendredi sur les quartiers Minergie et SNBS et lundi prochain sur Minergie Eco. Merci à tous et bon après-midi.